Bonjour à tous et bienvenue pour ce 20e épisode de Kevin mène l'enquête. Alors, comme je l'avais dit la dernière fois, je ne pensais pas refaire du tout de complément d'enquête par-dessus le complément d'enquête que j'avais déjà fait au sujet de l'affaire Julie Michel. Mais voilà, des choses se sont passées, il y a eu du nouveau de mon côté, donc je me devais de partager ces informations avec vous. On va commencer par faire déjà une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé, de tout ce que je vous avais dit, voir un petit peu dans quel ordre ça s'était passé, pour pouvoir ensuite que je puisse vous retransmettre un petit peu les informations que moi j'ai eues, les dernières informations, et puis euh, faire le lien avec le tout. Donc pour commencer, la première partie de cette enquête, c'était l'épisode numéro 15, qui était sorti donc le 31 juillet 2024. Ensuite, j'avais fait une deuxième partie, donc un complément d'enquête dans l'épisode numéro 19, 20 avril 2025. Et aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre 2025 et je fais un second complément d'enquête. Ce qui s'est passé pour voilà vous refaire tout un résumé en fait vraiment pour vous faire toute une réelle rétrospective. Ça a été compliqué depuis mon dernier complément d'enquête dans le sens où ça revenait, ça revenait, ça revenait, il y avait toujours des messages et donc j'ai dû effectivement mener cette contre-enquête, mais ce complément d'enquête, enfin j'essaie de trouver un autre terme depuis tout à l'heure, mais là il n'y a rien qui me vient particulièrement. C'est vrai qu'on est plus sur un complément, mais qui n'est pas complémentaire, parce que vous allez le voir, en fait, ce sont des informations qu'on a déjà eues et re-eues. Il y a un rebondissement, j'ai reçu un appel durant l'été d'une dame qui s'appelle Françoise, qui m'appelait de Montpellier. Ça s'est passé le 27 juin. Donc voilà, on va faire un petit replay de tout ça. Alors déjà, par rapport à la chronologie, on a le 19 juillet 2013 comme date importante, qui est la date de la disparition de Julie Michel au port de Lers, en Ariège. Donc 26 ans, originaire d'Auxerre, elle part seule en road trip dans les Pyrénées. Elle est vue pour la dernière fois au port de Lers, un col de montagne isolé à 1500 mètres d'altitude. Sa voiture est retrouvée sur un parking, porte verrouillée, contenant ses effets personnels, dont son téléphone éteint. Été 2013, enquête initiale. Donc une enquête a été lancée pour disparition inquiétante. Il y a des battues qui ont été organisées, aucun indice qui a été trouvé de manière concluante, qui sont plutôt partis au départ sur l'hypothèse d'un accident de randonnée. Ensuite, on arrive en août 2018 où l'affaire est clôturée. Parce qu'après 5 ans sans avancée, la justice clôt le dossier, mais la famille, notamment sa mère, à Julie Michel, qui s'appelle Betty Lefebvre, continue de chercher les réponses, convaincue que Julie a pu être victime d'un enlèvement. Ensuite, on a une petite participation, on va dire une mobilisation bénévole en fait de 2019 à 2023, avec des bénévoles comme Philippe Soula par exemple, qui poursuivent les recherches sur le terrain, et ils estiment alors que les pistes criminelles sérieuses n'ont jamais été exploitées. De 2022 à 2023, il y a eu une relance médiatique, parce qu'en fait l'affaire a été abordée dans l'émission Appel à témoins, mais aussi l'émission Non élucidée. Donc là, on a un intérêt du public et des médias qui revient, qui est ravivé, et ce qui amène en avril 2025 la réouverture de l'enquête. 12 ans après la disparition, l'enquête est relancée à Toulouse. D'accord. Là par contre, on va se diriger vers une autre piste, celle de la mauvaise rencontre. Donc, alors, moi, au tout départ, je vous avais dit que j'avais perçu plusieurs éléments très forts pendant le premier épisode. Pour moi, elle n'était pas partie volontairement. Il y avait une notion d'enfermement et de contrainte, un peu comme si elle avait été obligée, empêchée de s'exprimer et donc obligée de fuir. Il y avait aussi la présence d'un homme dominateur dans son entourage. Il y avait quelqu'un qui, pour moi, c'est un peu bizarre, mais un peu comme s'il y avait une pression psychologique qui était là et qui était très importante à son sujet. Après, j'avais eu des flashs par rapport à des lieux comme un bois, un point d'eau, qui pouvaient faire penser soit à une rivière, soit à un étang. Voilà, donc c'était assez flou, assez étrange et aussi assez prenant quand même. Moi, ce que je m'étais dit après, parce que j'avais ressenti quand même certaines douleurs, certaines émotions, moi donc j'avais pensé effectivement suite à ça que Julie avait pu vivre des grands moments de solitude, de peur et d'incompréhension avant sa disparition. Ok. Ensuite, je m'étais même dit que il était peut-être possible qu'elle soit retenue quelque part ou qu'elle ait connu un destin tragique, voilà, peu de temps après sa disparition. Deuxième partie, donc dans le complément d'enquête, au niveau du tirage, ce qui était ressorti, il y avait donc de la tristesse et de l'amour,
Il y avait aussi des regrets et un homme brun, donc on revient sur un homme. Il y a eu une hypothèse de fugue, encore qui est revenue, un lien avec son papa, un voyage, donc là le voyage qui retraçait plutôt le départ d'Auxerre jusqu'au port de Lers. Il y avait un moyen de locomotion qui revenait, avec la carte des nouvelles, la carte de la peur. Et donc tout ça en fait, et je me souviens, j'avais eu ce flash aussi d'une voiture qui roulait, etc. Donc c'était voilà, un peu compliqué. C'était à tout, comment dire, à tout remettre en ordre, tout, voilà. Ok. Donc ensuite j'ai eu le 27 juin 2025, comme je vous le disais, un appel téléphonique de Françoise, donc une dame de Montpellier, qui est tombée en fait sur l'une de mes vidéos YouTube, donc parlant notamment de Julie Michel. Elle me disait que le 25 avril, Françoise avait vu Julie Michel qui s'était présentée à elle, habillée de blanc. Elle lui a dit que ça faisait peur et que c'était dangereux. Ok, alors par contre que les choses soient claires, Julie Michel n'est pas venue la voir en personne, on parle de son âme, d'accord? Elle me disait également, Françoise, qu'il fallait creuser la piste de la femme blonde, parce qu'elle avait vu une femme blonde datant à peu près des années 90, qui était par contre là en soutien-gorge, avec des cheveux blonds crépés, qui courait, qui s'enfuyait d'une pièce. Une semaine plus tard, Julie Michel s'est présentée à elle, la femme blonde serait accrochée à Julie, cette femme en fait n'aurait pas été retrouvée ou l'affaire n'aurait pas été résolue. Elle me disait que ça serait passé à peu près 10 ans avant l'affaire, avant la disparition de Julie Michel. Les guides de Françoise lui disent que en fait il y a le temps pour résoudre l'affaire, mais il y a des traces. Donc on en revient sur, moi ce que je disais au tout départ, il y a des traces qui ont été négligées, il y a eu des choses, ça j'avais déjà dit dans mes deux précédents épisodes d'enquête sur cette affaire. Donc voilà. Après, bon, elle me disait d'autres choses, mais en fait, cette dame m'expliquait que elle a des visions quand un prédateur passe auprès d'elle. Il peut y avoir des, donc en fait, enfin, ce qui sous-entend qu'elle a croisé la personne qui pourrait potentiellement être, comment dire, responsable en fait, de la disparition de Julie Michel. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne veux trahir aucun secret, on va dire. Je ne veux pas non plus biaiser l'enquête. Il y a voilà certains détails que donc je vais garder pour moi. Déjà Françoise m'a accordé, m'a donné son accord pour que je puisse citer son prénom, voilà, et puis parler effectivement de notre échange téléphonique. Et puis donc déjà voilà, c'est tout ce que je peux vous dire au sujet de cet appel. Et après il y a d'autres informations grâce auxquelles j'ai pu creuser un peu, on va dire voilà pour ce nouveau complément d'enquête. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Alors effectivement, donc l'enquête a été rouverte entre le 3 et le 4 avril 2025, comme je disais tout à l'heure, par le tribunal judiciaire de Toulouse. D'accord. Ils ont ouvert en fait une information judiciaire pour enlèvement et séquestration, voire homicide. Donc le dossier était initialement classé comme disparition inquiétante en 2018. L'enquête est désormais confiée à la section de recherche de Toulouse sous la supervision de la juge Vanessa Maury. Les nouveaux angles de l'enquête, donc on va avoir la mère de Julie, donc Betty Lefebvre, qui se dit soulagée, parce qu'en fait elle va pouvoir enfin voir les pistes criminelles exploitées, des hypothèses de suicide, disparition volontaire ou accident ayant été écartés. Les enquêteurs explorent la piste d'une mauvaise rencontre, notamment avec François Pérez, un ancien militaire mis en examen pour meurtre en Ariège en novembre 2024. Il vivait de manière isolée près du lieu des disparitions, et il pourrait très bien avoir croisé Julie. On va se retrouver après avec différentes pistes. Il y a des pistes techniques par exemple qui ont été renforcées parce qu'on peut savoir qu'il y a 2000 connexions téléphoniques sur la zone du port de l'Ers qui ont été donc en fait retrouvées concernant le 19 juillet 2013 et qui sont actuellement en cours d'exploitation. Et donc en fait donc la section de recherche essaye de récupérer ces données pour les ajouter au dossier, pouvoir les étudier et pouvoir donc après, enfin, en espérant que ça puisse apporter quelques billes aux enquêteurs pour essayer de résoudre l'affaire. Alors je suis désolé, petit aparté, vous devez surtout entendre à mon avis là en fond Philomène en train de ronfler. Voilà, c'est notre Carlin. Voilà, donc je m'en excuse. Mais en tout cas, il y a rien de, il va rien avoir parce que des fois je reçois quand il y a des petits bruits derrière en fond, je reçois des messages en me demandant si j'ai eu de la visite ou s'il y a eu des manifestations paranormales. Donc là tout va bien, je vous rassure, c'est simplement Philo qui ronfle. Alors, on revient sur l'affaire. Concernant le passage dans l'émission Appel à témoins, donc Betty Lefebvre, via son avocate Cathy Richard, relance un appel à témoins, d'accord, en demandant donc du coup, effectivement, s'il pouvait y avoir
une information aussi minime soit-elle, elle rappelait quand même qu'il était important de la transmettre et de la partager parce que tout peut être essentiel pour faire avancer l'affaire. Ok? Alors, donc moi, j'ai refait courant juillet, j'ai refait donc un tirage, je suis reparti également sur un contact défunt. Donc pour moi, déjà j'ai commencé à me lancer sur la piste de François Pérez, ce nouvel élément qu'il y a eu dans l'affaire, en me demandant si cette personne-là était effectivement la personne coupable de la disparition de Julie. Moi, ce qui m'en est ressorti, c'est que François Pérez était bien lié à Julie Michel, mais pour moi, c'est pas lui qui l'a tué, c'est pas lui qui l'a fait disparaître. Ok? Il se peut que simplement ils se soient rencontrés, ils se soient croisés, ce qui explique donc le lien. Oui, donc il l'a vu. C'est peut-être même la dernière personne, enfin pas la dernière du coup, l'avant-dernière personne qui ait pu la voir en vie. Mais pour moi, ce n'est pas lui qui a fait ça. Ensuite, moi j'ai eu un message de Julie pendant le contact défunt qui me disait qu'elle était blessée tant bien au niveau de l'âme que physiquement, au niveau du drame. Sûrement été étranglée, elle me parlait un peu de son voyage comme si elle avait été sur le point de partir ou de repartir lorsque ce qui devait se passer s'est passé. Je vais leur demander ce qui s'était passé, elle me parle de menaces, elle me parle de chantage, venant plutôt d'un groupe ou d'une organisation. Le groupe ou l'organisation dont il s'agit, pour moi, est lié de près ou de loin à des travaux occultes. On a une pression, un peu comme si dans le monde de l'invisible, je crois que j'en ai déjà parlé en plus dans mon précédent complément d'enquête, il y a une pression dans le monde invisible qui est là, il y a une attache, il y a une accroche, il y a quelque chose qui la retient et qui fait qu'elle ne part pas dans la lumière. Elle ne peut pas s'en aller, elle ne peut pas s'apaiser, elle est... enfin voilà, tout est très compliqué. Le jour où j'ai eu ce dernier contact défunt, elle me disait qu'elle était pleine de tristesse et qu'elle peinait à s'exprimer clairement. Elle était bloquée dans un endroit dont elle ne pouvait s'échapper car quelqu'un ou quelque chose l'empêchait de passer dans la lumière, voilà, comme je vous le disais, comme si elle était sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Moi personnellement je la sentais pas seule du tout, mais j'aurais pas su dire combien de personnes étaient dans cette pièce. C'était trop sombre, c'était trop flou, trop... voilà. Mais ça représente quand même, ça reflète le côté flou de l'affaire et de l'histoire. J'avais aussi fait donc du coup des tirages. Après les tirages étaient semblables à ceux des précédents épisodes. On pouvait retrouver donc effectivement corde, on pouvait retrouver l'histoire de couple, donc comme si, ce que je disais au début, c'est comme si en fait il y avait quelqu'un avec qui elle était liée, dont elle avait essayé de se séparer, mais que potentiellement elle aurait pu retrouver là-bas. Il y avait une arme blanche, il y avait, voilà, on revient sur la famille, il y a encore un homme qui est là, encore une femme blonde, enfin voilà, d'accord. Donc pour vous faire un résumé de tout ça, bon, c'est un gros résumé que je vais vous faire, mais alors pour moi, donc, il y a cette corde qui représente le lien, d'accord. Pour moi actuellement, Julie, elle est liée à une personne, à un endroit ou à une chose dont elle ne peut, entre guillemets, se séparer. En ce qui concerne les éléments de l'affaire, nous retrouvons une fois de plus le couple, la fugue et la relation sentimentale. L'arme blanche est aussi présente, mais pour moi ce n'est qu'un outil de menace et d'intimidation. Il n'y a pas eu de coup de couteau, il n'y a pas eu de choses comme ça, d'accord. On était plutôt sur de la pression psychologique, voilà, après, comme je le disais là, de la menace et de l'intimidation, plus que réellement une agression physique. Pour moi, les recherches doivent être initiées autour d'un objet contendant et aussi autour de la relation fraternelle qu'elle pouvait entretenir avec une autre personne. Moi, donc du coup, j'ai aussi pu ressentir quelques conseils, voilà, de la part de mes guides par rapport à l'avancée de l'affaire. Et pour moi, donc les conseils, ce serait effectivement ces deux personnes blondes. Il y a un homme et une femme qui éprouvent de la tristesse par rapport à ce qui s'est passé. Il faudrait essayer de voir si dans son entourage, si elle n'a pas croisé, si elle n'a pas connu un homme et une femme blonde. Alors quand je dis blonde, c'est pas forcément blond platine. On va être sûr, voilà, quand on est sur des cartes comme le tarot, des personnes qu'on qualifie blonde ou brune. Blonde, ça va être soit du blond vénitien, soit du roux, soit du blond, soit du châtain clair. Voilà, d'accord. Donc des personnes quand même, tout de même avec des cheveux clairs, qui sont liées à cette histoire et qui sont liées à Julie Michel. Ce que je disais ensuite, c'est qu'en fait, il faut comprendre qu'il y a plusieurs clés qu'on a, ou alors il faut mettre en lumière, depuis l'an passé, par exemple, la piste du téléphone, qui est à fouiller. Alors, ils font effectivement des enquêtes, des recherches par rapport aux lignes téléphoniques qu'ils ont pu capter, enfin,
ce que je disais tout à l'heure, là, par rapport aux 9000 connexions, en 2000 ou je sais plus combien de connexions téléphoniques qu'il y avait eu, voilà, c'était bien, mais il y a aussi son téléphone à fouiller. Parce que son téléphone, il sort dans tous les tirages jusqu'à ce qu'on apprenne dans la presse que effectivement j'ai ces pistes-là en fait téléphoniques qui soient en cours d'exploitation. Ensuite, moi, je mettais en exergue la piste de la relation sentimentale, notamment celle aussi du groupe et de l'organisation avec laquelle Julie était en lien. Un objet contendant, une fugue qui symbolise plutôt une fuite pour moi, fuite de la situation dans laquelle elle se trouvait et non pas une fuite d'un lieu. Après, on était voilà vraiment sur un lien avec quelqu'un ou quelque chose qu'on fuyait. On ne fuyait pas dans le sens où je pars de chez moi et voilà, je vais démarrer autre chose. On est sur une fuite d'une relation, on est sur une fuite de, je vais le dire, de manipulation, clairement, liée à une relation. Alors quand je dis relation sentimentale, c'est une relation qui est entretenue avec une personne envers laquelle on éprouve beaucoup d'affection. C'est pas forcément un petit ami, c'est pas forcément un amant, c'est pas forcément, voilà, ça peut être un collègue, ça peut être une amie, ça peut être un homme, une femme, ça peut être, mais c'est quelqu'un envers qui on éprouve beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection. D'accord? Donc voilà, donc pour reprendre tout ça, au niveau de la relation sentimentale, c'est vraiment au sens large. Pour moi, l'homme blond, il est lié à ce qui s'est passé. Je pense qu'ils sont plusieurs à être impliqués dans l'histoire. Lui, en fait, il aurait plutôt joué un rôle dans la menace et dans l'intimidation, avec donc cette idée d'arme blanche, etc. Après avoir tendu un piège à Julie, et en fait, de ce piège, elle n'a pas pu s'échapper. C'est une personne qui, pour moi, a un bon phrasé, qui a du bagou, et qui a su obtenir la confiance de Julie pour que le plan puisse, en gros, aboutir. Je sens aussi qu'il y a une personne qui est un peu plus haut placée dans tout ça, qui tire les ficelles, un peu comme si, moi l'image que j'avais eue c'était une image de spectacle de marionnettes, vous voyez, donc avec quelqu'un qui vraiment voilà, tire les ficelles comme ça, qui manipule tout le monde et qui fait tout ce qu'il peut pour arriver à ses fins en fait, pour que l'histoire se déroule tout à fait comme lui l'avait planifié. Voilà, vous voyez, après donc moi je m'étais noté effectivement que voilà, donc chacun a un rôle à tenir, une place à respecter, et c'est une organisation qui est plutôt assez bien réglée. La personne plus haut placée, elle est amenée à faire de nombreux déplacements, comme par exemple non seulement ne pas attirer de soupçons, mais aussi pour ne pas rester toujours au même endroit, ce qui fait qu'il peut, à distance, garder le contrôle sur tout ce qui se passe. Moi, je dirais que dans les personnes impliquées dans cette histoire-là, ils sont trois. Voilà. La personne en question, donc celle qui est toujours haut placée, je la voyais un peu vêtue comme avec un costume, donc qui pourrait faire appel notamment à une personne qui aurait plutôt une vêture plus modeste, faire grossir le trait. Là, ouais, si c'est ça. La personne en fait à laquelle elle peut faire appel, donc cette personne en costume très bien habillée qui tire les ficelles, on est voilà donc sur une vêture plus modeste, mais un peu comme si on pouvait parler d'un Marcel qui était troué avec des traces de cambouis. Enfin, vous voyez quelque chose d'assez simple, un peu plus rustre, un peu plus voilà. Donc on est vraiment donc je pense en plus au-delà d'une manipulation psychologique, on est aussi sur une manipulation. Moi je pense qu'il y a du financier derrière. Il peut y avoir des récompenses, il peut y avoir des voilà, vous voyez, il y a tout ça. Ensuite, moi ce que j'avais ressenti, c'était que le drame s'était passé en trois temps, mais je saurais pas dire lesquels exactement. Julie se trouvait face à un choix à faire, il y avait une décision à prendre, et elle se sentait hyper seule en fait à ce moment-là. L'endroit où la scène se serait déroulée, ou bien là où pourraient potentiellement subsister des restes de son corps, pour moi ça ressemble à un endroit qui est un peu isolé entre la mer et la montagne, une colline, un peu comme ce qui pourrait faire penser, si vous voulez, à une espèce de cabane de pêcheur. Un ponton, un truc comme ça, voilà. Assez verdoyant, effectivement, qui a la vie végétale qui est très présente, mais on a quand même cette eau-là qui est là, avec un ponton, peut-être pas une cabane de pêcheur, mais un petit bâtiment, une petite maisonnée, enfin un petit gîte. Voilà, je sais pas trop comment vous le décrire autrement, mais c'est voilà un peu isolé comme ça, avec les montagnes qui font donc le tour qui encercle justement le lac et ce côté verdoyant. Et, et voilà, donc assez champêtre, assez nature, assez calme également. Ensuite, pour moi, il y a eu une course-poursuite. Julie tente de s'enfuir, mais elle a fini par chuter. Elle a été emmenée dans une voiture, donc dans la voiture dans laquelle je parlais, la voiture dont, pardon, je parlais dans l'épisode précédent.
La voiture, je la voyais, elle roulait vite, elle roulait vite, elle roulait vite, elle roulait pas longtemps. Je dirais maxi 10 minutes. Elle roulait vite, vite, vite. Enfin, il y avait cette impression qu'elle roulait vite. C'est pas forcément, comment dire. Enfin, c'est un peu comme si tout était sombre autour. C'était assez compliqué. Encore une fois, des flashs assez flous. On va dire que le contexte déjà de base n'est pas simple. Donc c'est vrai que c'était après d'autant plus compliqué de retenir les images et de vous les retransmettre, d'essayer de vous les retransmettre de manière, parce que moi je les ai, enfin, même là, hein, qui reviennent quand je lis mes notes, qui reviennent, mais ça reste tellement loin, ça reste tellement flou que c'est compliqué de vous les retransmettre de manière hyper fidèle, hyper détaillée. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire moi par rapport à l'affaire donc de Julie Michel, ce nouveau complément d'enquête. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, rien de trop neuf au final. Enfin, je dis ça se trouve j'ai peut-être balancé des infos qui voilà vont pouvoir aider. Enfin, je trouve qu'on tourne en rond en fait dans cette affaire. Donc j'ai refait ce complément parce que voilà, il y a eu l'appel de Françoise. On m'a dit plusieurs fois, alors notamment quand il y a eu la réouverture, j'ai une amie qui me dit, ben tiens, qui est connectée aussi, qui me dit, il y a Julie Michel qui est là et elle demande à ce que tu refasses une enquête, que tu ailles plus loin. Alors je lui dis, bah non, écoute, non, enfin, je retourne pas là-dedans. C'était assez compliqué déjà la première fois quand j'ai fait le complément d'enquête. J'ai pas envie de retourner là-dedans. Le soir, on rentre de chez elle et en fait, on voit dans le journal, dans le lien républicaine, que l'affaire est rouverte. Et donc là, on se dit, bon bah c'est bon, allez, deuxième message. Je continue de ne pas prendre en compte ces messages, je continue d'avancer, enfin moi je faisais mon petit bonhomme de chemin, hein, et on arrive sur, donc du coup en juin, sur l'appel de Françoise. Et là je me suis dit, il y a vraiment quelque chose, vraiment que je le fasse. C'était tellement éprouvant, et la première fois, et la deuxième fois, que même les tirages, le contact des fins, etc., j'ai dû le faire sur l'ensemble d'une semaine. Donc c'est pour vous dire, ça a été voilà, très compliqué. J'avais pris des photos de ces tirages-là, donc je vais vous les mettre notamment sur ma page Instagram. Vous allez aussi les retrouver sur ma page Facebook, voilà, sur Kevin Acola Medium. Si vous souhaitez, pendant que vous écoutez ce podcast, si vous souhaitez en fait aller en même temps les checker un petit peu pour voir un peu comment vous ressentez les choses, comment voilà ce que ça renvoie en vous au final toutes ces informations, vous pouvez le faire. Si jamais voilà effectivement ça recoupe par rapport à des choses auxquelles vous pensez et que du coup vous avez peut-être des informations, au moins des bribes d'informations qui vous paraissent peut-être, on va dire, innocentes, enfin des informations qui paraissent futiles, n'hésitez pas, parce qu'on ne sait jamais, il n'y a jamais rien de futile dans ces histoires-là, et c'est pour ça que je continue les enquêtes, c'est parce qu'il faut, même avec un rien, des fois c'est ce petit rien qui vient justement dégripper toute la machine et qui fait que tout se relance et qu'on avance et que on peut aller plus loin dans les recherches, on peut aller plus loin dans les enquêtes, dans les analyses, et ce qui fait qu'au final on arrive à toucher du doigt la résolution d'une affaire. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous invite, si vous avez quoi que ce soit à dire, un quelconque commentaire, n'hésitez pas à le faire remonter à qui de droit, ou n'hésitez pas aussi à me le dire si jamais ça peut compter, je ne l'espère pas, pour un troisième complément d'enquête. Parce que je vous avouerai que là, je me dirais qu'il y a peut-être quelque chose de fait exprès. Alors j'espère que, voilà, enfin, pour moi, c'est terminé. Pour moi, enfin, je ne continuerai pas, je ne reprendrai pas cette affaire. Sauf si je n'ai pas le choix, comme là ça l'a été, comme là les choses se sont déroulées, mais j'espère vraiment pas. Je vous le dis en toute transparence, je n'espère pas parce que c'est trop éprouvant. Voilà. Écoutez, bah, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir été attentif à ces nouvelles informations, à cette rétrospective et puis à ce petit complément également d'enquête que j'ai pu voilà, vous transmettre pendant cet épisode. Je vous souhaite une belle journée et puis prenez soin de vous surtout et je vous dis à très vite pour une nouvelle enquête. À bientôt!